Bonjour, je vous retrouve aujourd'hui pour terminer la séquence que nous avons commencée il y a 2 semaines à peu près sur le système dramatique de Corneille. Et donc, dans 4 jours, nous commencerons une étude sur le héros cornélien plus précisément. Donc, grand 3, un nouveau ressort, l'admiration. Son goût pour les grandes âmes conduit Corneille à une importante innovation dans le domaine tragique. La fameuse théorie de la purgation des passions, telle qu'il l'interprète, ne le satisfait pas. Selon Aristote, les deux ressorts tragiques sont la crainte et la pitié. Pitié pour un personnage sympathique, en proie au malheur, crainte que nos passions ne nous entraînent dans des malheurs semblables. D'où la conception du héros, ni tout à fait bon, ni tout à fait méchant. Pour que la purgation puisse se produire, il faut en effet que le héros malheureux ne soit pas irréprochable, tout en conservant notre sympathie. Il ne doit être ni odieux, ni frappé par un sort entièrement immérité. On reconnaît ici le héros racinien, et d'ailleurs de nombreuses comparaisons sont faites entre Racine et Corneille. Et je pense que c'est ce que je verrai dans mes études de lettres et si vous en avez fait, bah, c'est sûrement, ce dont vous avez dû avoir à faire parce que c'est souvent, des comparaisons qu'on nous amène à faire. Hem, voilà. Mais Corneille proteste. L'exclusion des personnages est tout à fait vertueux qui tombe dans le malheur bannit les martyrs de notre théâtre. Polyeucte y a réussi contre cette maxime. Second discours. Un chrétien ne doit pas craindre de subir le sort de Polyeucte, et nous éprouvons pour le martyr non pas de la pitié, mais de l'admiration. Donc, l'admiration, tel est le ressort tragique proprement cornélien. Nous admirons Chimène et Rodrigue, Auguste, Curiace, Sévère et Polyeucte. Mais de même que le cœur de ces héros est partagé, au moins un moment, entre l'appel de la grandeur et la tentation de la faiblesse, notre cœur à nous aussi est partagé. Nous souffrons avec eux, nous tremblons pour eux, et s'ils meurent, nous pleurons. Et oui. Corneille a tenté de fonder une tragédie sur la seule grandeur d'âme du héros, ne provoquant chez le spectateur que de l'admiration. Cette tragédie, c'est Nicomède. La tendresse et les passions qui doivent entre l'âme des tragédies n'ont aucune part en celle-ci. La grandeur de courage y règne seule et regarde son malheur d'un œil si dédaigneux qu'il n'en saurait arracher une plainte. Elle y est combattue par la politique et n'oppose à ses artifices qu'une prudence généreuse qui marche à visage découvert, qui prévoit le péril sans s'émouvoir et qui ne veut point d'autre appui que celui de sa vertu et de l'amour qu'elle imprime et dans les cœurs de tous les peuples. Examen de Nicomède. Plus de conflits intérieurs, mais l'assaut est médiocre contre le héros. Médiocre concept qu'on verra bientôt d'ailleurs. Compère page 116. Assaut parfaitement vain d'ailleurs. Le dénouement est heureux, c'est le triomphe complet de Nicomède. Celui-ci se montre si grand, si sûr de lui tout au long de la tragédie, que jamais nous ne tremblons vraiment pour lui. C'est un cas limite, un tour de force, que cette tragédie sans aucun élément pathétique. La fermeté des grands cœurs, qui n'excite que de l'admiration dans l'âme du spectateur, est quelquefois aussi agréable que la compassion que notre art nous ordonne d'y produire par la représentation de leur malheur. Examen de Nicomède.
Donc, en conclusion, de cette étude du système dramatique de Corneille, 3 idées se dégagent. Donc la première, l'action est complète et parfois chargée. Donc on notera qu'avec Rodogune et Héraclius, Corneille crée le drame, sinon le mélodrame, riche en péripéties et en coups de théâtre. Sinon, deuxièmement, l'intérêt politique est très important, souvent primordial. Et enfin, Corneille a le goût des grandes âmes. Il faut provoquer, avant tout l'admiration des spectateurs pour ses héros, comme nous l'avons vu. Monsieur Jean Schlumberger a pu dire que Pompée était un véritable champ funèbre sur la mort de Pompée. S'il est vrai que la tragédie est une cérémonie, celle de Corneille est une cérémonie du culte des héros. Voilà. L'on saisit aisément la grandeur de cette conception, mais ses dangers ne sont pas moins frappants. Crise mettant en jeu le sang des États, situation extraordinaire, personnages et passions hors du commun, cet univers tragique ne risque-t-il pas de nous demeurer étrangers? Sans doute, nous aurons un effort à faire pour nous hausser à ce niveau, pénétrer dans cet univers et nous sentir de plein pied avec ces héros. Corneille n'en attendait pas moins de nous. Mais dans tous ses chefs-d'œuvre, il nous a rendu cet effort aisé et exaltant à la fois. Il a su faire en sorte que ces héros aient une valeur exemplaire, mais non point transcendante, que nous reconnaissions en eux le meilleur de nous-mêmes. Et c'est tout pour cette séquence. Voilà, j'espère qu'elle vous aura plu. Et donc, on verra la suite parce que la séquence sur Corneille n'est pas finie, hein, il nous reste encore des choses à voir. On verra notamment plusieurs extraits, je crois, de Suréna. Et j'espère que ça vous plaît toujours autant. Et puis, je vous fais de gros bisous. À bientôt.